Donc non seulement Milchemet Mitzvah, c'est fondamental, il s'agit de ne pas tourner le regard quand mon frère est en danger. Le premier qui a crié là-dessus, c'était Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il dit aux tribus de Réhouven et Gad, quoi, vos frères vont aller en guerre et vous allez rester là. Ce qui nous a permis de vivre et de traverser l'histoire pendant 3500 ans, c'est pas la force des canons, ni la force des tanks. Les Perses étaient beaucoup plus forts que nous, les Grecs beaucoup plus forts que nous, les Romains beaucoup plus forts que nous. Ce qui fait qu'on est toujours là, c'est le fait qu'on est lié à l'éternité qui passe par l'étude de la Torah. Tout a commencé en 1948 lorsque David Ben Gourion a accordé des exemptions militaires à 400 élèves de yeshivot. Ce chiffre n'a cessé d'augmenter, atteignant aujourd'hui plus de 60 000. Cette semaine, la Cour suprême a demandé au gouvernement de prendre une décision concernant l'enrôlement des Haredim, mais visiblement cet enrôlement justement n'a toujours pas commencé et n'est pas prêt de commencer. En tout cas, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Est-ce que les événements du 7 octobre ont modifié justement la perception dans le monde Haredi? Est-ce que l'enrôlement des Haredim est une question de halakha ou une question morale? Et puis, existe-t-il vraiment une solution à cette saga qui dure déjà depuis la création de l'État d'Israël? Ce sont les questions que nous allons poser à nos deux invités aujourd'hui. Je dis bonjour au Rav Raphaël Sadin. Rav Sadin, bonjour, merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi avec le Rav Eitan Fizon. Shalom, merci aussi d'être avec nous. Alors, on va commencer peut-être avec vous, Rav Sadin, et qu'on revienne un peu sur cette historique que j'ai rappelée. On a commencé avec 400 élèves à l'époque de Ben Gourion. On arrive aujourd'hui à 60 000, pratiquement 60 000 Bachorei Yeshiva qui sont exemptés de service militaire obligatoire en Israël. Comment, d'après vous, on est arrivé à cette situation où, si on appartient au milieu orthodoxe, on ne fait pas le service militaire? Oui, alors vous avez parlé de deux sujets qu'il faut absolument séparer et que les politiciens se mettent à cœur joie de ne pas séparer. Il y a le problème de l'enrôlement des orthodoxes, de façon générale, et il y a le problème de l'enrôlement de ceux qui étudient vraiment la Torah. Et c'est deux choses différentes. Et tant qu'on n'aura pas fait cette dichotomie, cette différence, on ne va pas résoudre le problème. Donc il va falloir se poser la première question, qui est, est-ce que quelqu'un qui étudie très sérieusement la Torah, je parle de 10 heures par jour minimum, avec toutes ses forces, etc., est-ce que, moralement et alpi halakha, vous l'avez très bien dit, est-ce qu'il doit être dispensé de l'armée? Et après, il faut parler effectivement d'un phénomène que beaucoup de gens qui n'étudient pas la Torah jour et nuit, ou qui n'étudient pas du tout, qui étudient un peu, ne vont pas aussi à l'armée. Là, c'est un deuxième problème. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que 60 000 Bachorei Yeshiva étudient, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous avez d'autres perceptions que moi, mais on ne peut pas dire que 60 000 Bachorei Yeshiva aujourd'hui étudient jour et nuit la Torah. Il faudra trouver un système, effectivement, où les gens qui n'étudient pas soient repérés, on va dire. Mais on va essayer vraiment, aujourd'hui, je ne suis pas dans une position polémique, parce que je suis très convaincu du bien fondé des Bachorei Yeshiva qui ne fassent pas l'armée. Mais d'un autre côté, je suis aussi très sensible à la réalité psychologique, émotionnelle, d'une partie du peuple qui meurt à Gaza et que moi, je suis tranquillement assis dans mon Beth Midrash. Ces deux éléments, il va falloir effectivement les gérer ensemble. Et je ne suis pas du tout ça serait indécent avec Rav Fizon d'être dans un débat au-delà de la convivialité. On est dans le même bateau, nous sommes dans une fraternité, nous sommes le peuple juif, nous sommes dans la Torah. Avant tout, il s'agit d'être ensemble et d'essayer de réfléchir ensemble. Ceci dit, quand vous dites 60 000, moi j'espère qu'on est 120 000 bientôt. Hein. 120 000, 120 000, 1 million, pourquoi pas, ça serait formidable. À étudier la Torah et ne pas faire l'armée? Ça dépend, s'ils étudient à fond, mais qu'ils ne fassent surtout pas l'armée. Alors, on ne va pas parler de chiffres, sans parler de chiffres, parce que peut-être que les chiffres ne sont pas justes, etc. Que d'une façon générale, si on appartient au milieu orthodoxe, on ne fait pas le service militaire. Tout d'abord, je pense qu'on doit se féliciter qu'il y ait d'année en année plus de gens qui veulent étudier la Torah. C'est quelque chose de très positif. Et je pense qu'il est très important pour le bien du débat justement on ne rentre pas dans la question politique et de la récupération politique, les voix, les comme ci, les comme ça. C'est pas du tout ça qui est intéressant. Je pense que le point de départ, c'est une évidence pour le Rav Sadin et pour moi aussi, et j'espère pour la majorité des gens qui nous écoutent, la Torah est une valeur fondamentale première du judaïsme. On ne peut pas imaginer avoir une vie collective en tant que peuple juif, que ce soit quand on était en exil et a fortiori quand on revient en terre d'Israël, sans la Torah. La Torah, c'est une base fondamentale. Et il n'y a pas débat.
Il n'y a pas débat. Donc la question de savoir est-ce qu'on doit aller à l'armée ou étudier la Torah est un faux débat. La Torah, ce n'est pas une question de savoir où est-ce que je dois l'étudier. Je dois l'étudier tout le temps. Nous avons une mitzvah qui incombe à chaque homme du peuple d'Israël d'étudier la Torah tous les jours. Tous les jours, le jour et la nuit. Là où le bas blesse, c'est que la mitzvah n'est pas d'étudier toute la journée et toute la nuit. La mitzvah incombe à chacun d'entre nous qu'il n'y ait pas un seul jour et pas une seule nuit où il n'y ait pas d'étude de Torah. Donc ça, c'est une mitzvah qui incombe à n'importe qui, qu'il soit à la yeshiva, qu'il soit vendeur de chaussures ou qu'il soit dans le high-tech. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est une mitzvah fondamentale. On ne vivra pas sans la Torah. Donc ça, c'est le point de départ. Par rapport à la question qui nous intéresse de savoir, alors est-ce que je pourrais exempter une certaine partie de la population? On a dit, au niveau politique, on sait très bien ce qui s'est passé en 1948. Il y avait une volonté, de ne pas se prendre la tête, comme on dit, et de toute façon, on parlait de chiffres qui étaient tellement dérisoires que la question ne se posait pas. Et Ben Gurion était très content de ne pas avoir de religieux dans son armée, et le Chazon Ish était très content qu'on le laisse tranquille avec ses yeshivot. C'était un win-win, tout le monde était content, et ça n'a pas créé de polémique. Ce qui a créé la polémique, c'est quand le Rav Goren, il est arrivé après, il a dit, mais il y a des étudiants à Merkaz Harav qui veulent aller à l'armée, et c'est pas à Kacher comme si, et c'est pas truc. Et là, ça a commencé à faire des problèmes, et en fait, l'armée aussi a énormément évolué grâce à cela. Donc moi, je pense que notre débat doit rester au niveau toranique. Parce que je rebondis sur ce que disait le Rav Sadin, et c'est ça qui est à mon avis extrêmement important. À la fin de sa première intervention, il nous a dit, si jamais on a 120 000, 1 million, moi je suis pour 2 millions, que chaque membre du peuple juif étudie la Torah, c'est fantastique. Et vous disiez, si on étudie pour de vrai, à ce moment-là, qu'on n'aille pas à l'armée. Et je pense que c'est sur ce point-là, pas un point du tout politique, mais un point purement toranique, que nous sommes, à mon avis, en désaccord. Alors peut-être qu'on va s'arrêter justement sur ce point, et peut-être qu'on va essayer d'entendre pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur ce point. Donc, Rav Sadin, est-ce qu'il y a quelque part dans la halakha, dans votre vision en tout cas des choses, une possibilité d'étudier la Torah et d'aller à l'armée, ou c'est quelque chose qui ne peuvent pas aller ensemble? Bien sûr que oui, mais bien entendu. Comme le dit Rafizon, juste une petite remarque, il y a deux niveaux, il y a deux dînes. Il y a un dîne d'étudier la Torah tous les jours, et il y a un autre dîne que chaque seconde on doit étudier la Torah. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On a le Birkat Shmuel à la fin sur le chaque seconde on doit étudier la Torah? Bien sûr. Chaque seconde. Chaque seconde. Oui, chaque seconde on ne fait pas autre chose. On va pas rentrer dans les détails, ça n'intéresse pas nos auditeurs. Mais si, c'est très important. Parce qu'il y a deux dînes. À ce moment-là, je ne suis pas tour de mettre mes tefilines, parce que je dois étudier la Torah. Parce que ça mène à la sorte. Chaque mitzvah, la Torah, l'étude de la Torah. Donc lorsque je suis en train de travailler, je suis aussi pas tour d'étudier la Torah, parce que je suis en train de travailler. Il y a fait. Donc, dès que j'ai du temps libre, je dois étudier la Torah. La Agdara n'est pas comme ça. Mais pas dès que j'ai du temps libre, je dois étudier la Torah. Dieu préserve. Je dois étudier la Torah tout le temps. Et des fois, j'ai une nécessité de m'arrêter pour nourrir ma famille, pour travailler, pour mettre des filets. Ou de protéger le peuple juif. Ou pour faire l'armée. C'est intéressant parce que ce point-là est exactement la différence. Vous savez qu'il y avait une fois avec le Birkat Shmuel, quelqu'un qui a dit, quand on parlait de valeur, la Torah, c'est pas une valeur fondamentale, c'est la vie elle-même. Il y avait une fois quelqu'un qui disait dans un séminaire de Rabbanim, un grand Rav, Haridi, la Torah, c'est comme l'oxygène qu'on respire. Le Birkat Shmuel s'est levé, il a dit, Dieu préserve. L'oxygène, c'est encore une extériorité qui te donne la vie. La Torah, c'est la vie elle-même. C'est la totalité de la vie. C'est ça être juif. C'est de transformer l'existence en parole de Dieu, en flamme divine. Mais bon, revenons sur Terre. Ce que je veux dire Je souscris complètement. Je suis d'accord à 100%. Très bien. Alors, encore une fois, d'après la halakha, c'est très simple. Bien sûr qu'on doit étudier la Torah. J'ai une admiration réelle pour les gens qui font l'armée, qui sont religieux, et qui étudient la Torah au fond. Et j'ai vu cette image je crois qu'il s'appelle Levinson, qui est mort d'ailleurs à Shemikom Dagmo, qui est pour moi une merveille, qui étudiait le Rambam à Haza dans une maison. C'est formidable. Je respecte complètement ce pan-là de l'exercice de la Torah. Je dis simplement qu'il est écrit dans le Rambam qu'il doit exister, il y a aussi mathématiques, il y a des textes qui nous disent qu'une partie du peuple juif, pas tous, se doivent, comme les Lévis, c'était les Lévis à l'époque de la Torah, et le Rambam dit, c'est pas simplement les Lévis, ça peut être n'importe quelle personne qui se consacre entièrement à la Torah, se doit d'être séparé, comme ça c'est les mots du Rambam, séparé du peuple, séparé des guerres, séparé de la conquête de la terre, qui est la plus grande mitzvah. Mais il n'y a pas de plus grande milchamot mitzvah que de conquérir la terre d'Israël. Et il ne doit pas le faire. Il doit être séparé. Et ils ont un statut spécial. Voilà. Et je vais parler vraiment franchement.
Il ne s'agit pas simplement d'une question d'halakha. Il s'agit aussi d'une question historique de l'identité du peuple d'Israël. Il y a depuis un siècle ou 2 siècles un mouvement du peuple juif qui a aussi son sens d'un point de vue eschatologique, d'un point de vue métaphysique, qui est sorti du ghetto, qui est sorti de l'étude de la Torah, qui est sorti d'un univers fermé sur lui-même judaïque, quoi qu'il y a eu toujours une porosité, mais on va dire d'un point de vue historique, pour rentrer dans le cœur des nations et aussi pour créer l'État d'Israël. C'est aussi une chose formidable, puisque ça amène les Juifs en Israël, il y a un peuple d'Israël qui est sur sa terre, etc., etc. Mais il y a une identité d'Israël qui se forme, qui est sur plein de points en trahison avec l'essence d'Israël d'être le témoin de Dieu sur terre. Et le monde haredi est un monde qui préserve, effectivement, qui est en même temps engagé dans la société israélienne, à plein de niveaux. Vous savez que 9 des 10 plus grandes associations de caritatives, de chesed, que ce soit à Zaka, sont des haridim. Donc il y a vraiment un engagement massif des haridim dans l'aide de la société israélienne. Mais il y a aussi une séparation. Pour garder un absolu de la Torah, pour garder une vérité divine dans la société israélienne. Et il se trouve que l'armée et d'autres formations de la société israélienne est une machine d'assimilation, d'israélianisation, qui ne convient pas à l'idéal toraïque que nous représentons. Et il faut le dire aussi, personne ne le dit, mais il faut le dire la vérité aussi. Ce que le Rav Sadi nous dit, c'est qu'en fait, pour préserver l'identité, on a besoin justement de se séparer. Je pense que c'est très grave de parler comme cela, pour plusieurs raisons. D'abord, ça jette un discrédit absolu sur tous les rachis yeshivot, des yeshivot à SDR, par exemple, ou des yeshivot gvot qui envoient leurs élèves à l'armée, comme les yeshivot Merkaz Arav, les yeshivot de Haramor, de dire que le monde haredi préserve une authenticité du judaïsme en filigrane, donc en disant que ceux qui prônent l'étude de la Torah et également d'aller servir le service militaire ne préserve pas l'authenticité du monde de la Torah et de l'identité juive. Je pense que c'est extrêmement grave, car c'est totalement faux. Je ne pense pas que les Bachouri Yeshivot qui sont tombés, le Rav Tamir Granot qui a perdu son fils, a réagi lorsque le Rav Yitzhak Yosef s'était prononcé en disant « si on nous oblige à aller à l'armée, on ira en Chutz Laaretz », ce qui est honteux de dire quelque chose comme cela. Eh bien, le Rav Granot avait dit « mais enfin, mon fils a passé des années à la yeshiva et il ne souhaitait qu'une chose après ses milouim, c'était de retourner à la yeshiva. » Et alors quoi il ne respectait pas l'authenticité du judaïsme. J'aimerais revenir quand même sur quelque chose qui est fondamental. Je ne sais pas ce que les auditeurs veulent entendre ou pas entendre, mais on ne peut pas, et c'est pour ça que je pose la question du débat toranique et halachique, quand on invite 2 rabbins au studio, je pense que c'est une vraie question. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps de se poser les vraies questions. Quand le Rav Sadin nous cite le Rambam dans la fin de Ilchot Shemitah Veyovel, en nous disant que les Lévi'im sont exemptés de l'armée, et tout celui qui a envie d'être comme Shevet Lévi, She'asher Libo La'asot, et il peut devenir Kohen Gadol, c'est très beau et c'est très vrai, mais c'est vrai pour Milchemet HaReshut, et pas pour Milchemet HaMitzvah. Le Rambam lui-même va nous donner la différence. Je fais la différence. Il y a 3 guerres qui sont considérées dans la halakha comme étant une guerre obligatoire. La première contre Amalek, bon, ça je ne sais pas si aujourd'hui c'est Amalek. La deuxième contre les 7 peuplades cananéennes, il n'y en a plus aujourd'hui. Et il y a la troisième qui est Ezrat Israël Miyad Atzar Rabba Aleem. Et c'est une milchemet mitzvah, une obligation, nous dit la Gemara dans le traité de Sota, que pour une milchemet mitzvah, tout le monde y va, y compris Chatan Yotze Michedro Vechala Michupata, tout le monde. Évidemment, si l'armée, elle dit « j'ai pas besoin de tout le monde », alors là, il n'y a aucun problème. Si elle me dit « j'ai besoin de 10 000 personnes », eh bien 10 000 personnes, et le 10 001, il n'y a pas besoin, il n'y va pas. Mais tout le monde doit y aller. La question de « Lota Hamod al Dam Reacha » est une notion fondamentale de halakha. Lorsque le Shulchan Aruch nous dit que s'il y a des brigands d'une autre ville qui viennent attaquer ma ville, même pour me voler simplement du foin et de la paille, je dois sortir avec des outils de guerre, des armes de guerre, pendant Shabbat, les Chalel Shabbat, alors qu'ils voulaient simplement me voler du foin. Pourquoi ? Parce que si on les laisse voler notre foin, eh bien bientôt ils viendront, ils nous attaqueront, ils nous tueront. Donc on est même prêt, d'après la halakha, à transgresser le Shabbat pour sauver du foin. Et quoi ? Et on ne serait pas prêt à aller faire l'armée, ce serait Keilou renoncer aux valeurs du judaïsme, aux valeurs de la Torah. D'autre part, donc non seulement Milchemet Mitzvah c'est fondamental, il s'agit de ne pas tourner le regard quand mon frère est en danger. Le premier qui a crié là-dessus, c'était Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il dit aux tribus de Réhouven et Gad, quoi, vos frères vont aller en guerre et vous allez rester là.
Alors pour Milchemet Hareshut, ce n'est pas cela, c'est-à-dire une guerre qu'on va faire en plus pour conquérir d'autres contrées. Si on veut aller au Kenya, je ne dis pas qu'on a des velléités de conquérir le Kenya, mais à ce moment-là, effectivement, il y a plein de règles. Quelqu'un qui étudie la Torah, comme Shevet Lévi, eh bien, il est dispensé. Quelqu'un qui vient de se marier, quelqu'un qui vient de construire une maison, planter une vigne, quelqu'un qui a peur, eh bien, il est dispensé. Mais là, ce n'est pas notre cas. J'ai passé pas notre cas. Non, mais c'est la situation aujourd'hui après le 7 octobre, c'est ce Non, pas que après le 7 octobre. Après le 7 octobre, d'abord, il faut dire les choses. Il y a un réveil du monde Haredi par rapport à sa solidarité dans la société israélienne qui n'a pas son pareil depuis le 7 octobre. C'est évident. D'abord, il y a énormément de personnes Haredites qui ont décidé de s'enrôler dans l'armée dans ce qu'on appelle Shlav Bet, même si ce n'est que pour faire 2 semaines de formation et après être prêt à être appelé pour plein de choses. Donc ça, il y a un éveil, une solidarité extraordinaire du monde Haredi depuis le 7 octobre. Je pense que ce n'est pas le même monde Haredi depuis le 7 octobre. Mais de manière générale, les deux ne sont absolument pas contradictoires. Moi, personnellement, j'ai passé plus de 10 ans à la yeshiva. C'est pas ce qui m'a empêché d'aller à l'armée, de terminer tout le Rambam quand j'étais à l'armée. C'est pas du tout quelque chose qui est problématique. Est-ce que l'armée est une machine à vouloir assimiler à certains idéaux ? Bien sûr. Bien sûr, mais comme toute autre structure, lorsque vous allez aller travailler dans une entreprise, eh bien vous avez aussi le patron qui vous dit quelle est sa façon de penser. Je pense que la Torah est largement assez forte, et le monde Haredi est largement assez fort dans ses convictions pour ne pas être influencé. Et si pour cela, il faut créer des structures Haredites à l'armée, eh bien, faisons-le. Faisons-le. Il y a des yeshivot esder, on va dire, sionistes. Pourquoi ne pas créer des yeshivot esder harediotes, avec une structure complètement haredite, avec une obligation d'aller à des shiurim de Torah pendant l'armée, avec une obligation d'être dans des bases séparées. Je veux dire, on le fait pour d'autres. Pourquoi ne pas le faire pour le monde haredi ? Alors, je vais vous demander de répondre. Et puis après, je voudrais aussi que vous nous parliez un peu de ce qui se passe dans le monde haredi, justement, depuis le 7 octobre. Oui, vous savez, les yeshivot esder haredi existent déjà. Il y en a très peu. Tout à fait. Pas assez d'après moi. Alors, là, encore une fois, où on est d'accord, où on n'est pas d'accord. Encore une fois, le fait d'être orthodoxe, même très haredi avec des shtram et péotes, ne dispense personne de faire l'armée. Ça veut dire que si quelqu'un n'étudie pas vraiment, je suis entièrement d'accord avec vous que c'est une immense mitzvah de faire l'armée. Et il faut effectivement, dans ce cas-là, on dépend de technique, et ça va, j'espère qu'on va pouvoir le faire. C'est des projets qui sont en cours, de créer des structures, des yeshivot esder, ça m'a l'air la meilleure solution, haridi encadrés par des rabbanim haridi, etc., dans une organisation d'études haridi qui sont au même kravi. Ça existe déjà, il y a eu 300 bachurim haridim qui sont dans un yeshivot esder, avec un rab dont j'ai oublié le nom, qui s'occupe de cela. Ça, on est d'accord. Là où on n'est absolument pas d'accord, et je ne veux pas trop polémiquer al Pialacha avec vous à la radio, c'est que le Rambam, pas du tout. C'est pas que de Reshut. À la fin de la Roshpita Yud Gimel, il dit, mais fourrage que les Lévim étaient dispensés de conquérir la terre. Or, il n'y a pas de plus grande mitzvah. Les Lévim, c'est-à-dire que c'est vraiment un statut spécial. C'est une des tribus d'Israël. Et le Zohar, dans Kufnun, dans Balotra, dit aussi la tribu de Issachar. Donc ça fait 2 tribus. Sur 12, ça fait, on est presque du 20%. Hein. Bon, on est plus que les Haridim aujourd'hui. Donc, je veux dire par là qu'Al Pi Halacha, c'est pas du tout évident. Et en plus, il faut toujours faire attention, hein, parce que quand vous avez le Chazonish, Rav Shach, Rav Yosef, quand ça vous impressionne pas, c'est votre problème. Non, c'est pas impressionnant. C'est votre problème. Mais non, mais on peut vous donner aussi plein d'autres noms à l'envers. Je vais laisser passer, laissez-moi finir de parler. Vous dites que moi, je trouve que c'est ça qui est très grave, quand on parle des choses très graves. Moi, je trouve que c'est pas grave du tout de dire la vérité. De dire que, excusez-moi, ce qui aujourd'hui garantit la pérennité d'une Torah divine absolue, c'est le monde haredi. Oui. On est très heureux de l'apprendre. Oui, trouvez-moi l'équivalent de Hebron et de Tifrar. Mais c'est honteux. Il n'est pas haredi. C'est honteux. Oui, c'est la vérité. C'est une vérité Torah. Bon, alors, moi, excusez-moi. Attendez, j'ai commencé en vous disant, on va essayer de ne pas se... Et vous dites grave, vous dites honteux. Alors, c'est vous qui êtes dans un esprit de démagogue, de démagogie et de polémiste. J'ai essayé de venir ici sans être démagogue et sans être polémiste. Et vous n'êtes pas capable de tenir un discours respectueux, un vrai dialogue. Je vous dis ce que je pense, dites ce que vous pensez. Est-ce que j'ai dit à un seul moment que le monde haredi n'étudiait pas authentiquement la Torah ? Mais vous êtes en train de dire que les seuls qui sont les gardiens authentiques de la Torah, je dis le niveau. Je dis pas les seuls. Si vous avez compris, on a mal compris. J'ai mal compris. Encore une fois, j'ai répété que j'avais une grande admiration pour les personnes qui font l'armée, qui étudient la Torah. J'ai répété. Mais c'est pas ça la question. C'est pas la question. Les seuls qui sont les garants de l'authenticité du judaïsme, c'est le monde haredi. Je pense que vous confondez l'individu et le collectif.
Je pense que vous avez entièrement raison au niveau individuel. Quelqu'un qui veut faire l'armée, étudier, peut être un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik. Mais l'avenir, sur 1000 ans du peuple d'Israël, dépend d'un rapport à la verticalité de la vérité qui ne fait aucun compromis avec la loi de la Torah. Vous pensez que le monde Haredi qui peut ne pas faire de compromis? Non, quand je dis, non, bien sûr que non. Il y a aussi dans le monde sioniste religieux des gens d'une intégrité fabuleuse. Je ne dis pas ça du tout. Je dis que d'un point de vue, il faut voir les choses d'un point de vue historique, métaphysique, sociologique. Il se trouve qu'avec les meilleures intentions du monde, de rentrer totalement dans une société qui est structurée dans son essence, quand on voit qu'il y a la marche de la fierté à Tel Aviv ou à Jérusalem, quand on voit tout ce qui se passe dans la société israélienne, ce n'est pas tout rose. Il y a aussi un mouvement de sécularisation, d'anti-Torah fabuleusement fort. Il faut être capable de se tenir debout contre. Alors, bon, et ça fait le monde mais nous sommes côte à côte dans ce combat-là. Oui, oui. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas la question, vraiment, ce n'est pas la question. Si, c'est la question, parce qu'en vous intégrant, je dis pas que vous... Encore une fois, j'essaie d'être subtil, si c'est possible. Je dis que vous avez une fonction énorme aussi. Cette façon, ce lien que le monde sioniste religieux fait entre la laïcité et la Torah, elle me paraît très importante d'un point de vue collectif. Elle ne peut pas être l'exemple total pour tout le monde. Mais je pense parce que si tout le monde était comme ça, il n'y aurait plus de Torah dans 100 ans. Mais la grande erreur, je pense que... Enfin, vous me prenez pour qui je ne suis pas. Je ne pense pas être moins Haredi que n'importe quelle personne du monde Haredi. Je ne pense pas être moins attaché à la pratique de la halakha qu'à la kevachamura. Et je ne pense pas que c'est ce que représente non plus l'enseignement que j'ai reçu à la yeshiva de mon maître, que ce soit le Rav Uri Cherki ou que ce soit Reb Avrum Shapira, qui était Rosh Yeshiva de Merkaz Harav, que j'ai eu l'occasion et la chance de servir pendant quelques années. Ils n'ont pas fait l'armée. Enfin, vous avez comparé le Rav Shapira qui est arrivé à une époque un petit peu compliquée. Le Rav Cherki était à l'armée. Rav Shapira n'a pas fait l'armée. Mais oui, mais Rav Shapira est arrivé. Rav Kook, qui devrait être votre maître absolu, était pour que les Boré Shiva étudiaient n'allaient pas à l'armée. Vous plaisantez. Bien sûr, après, avec le temps. J'espère que vous plaisantez. Le Rav Kook est mort en 1935. Je ne vois pas en quoi il aurait pu servir dans les rangs de Tzahal. Quant à son fils, le Rav Tzvi Yehuda, a envoyé les gens à l'armée. Son fils a changé complètement. Mais non, excusez-moi. Son fils a radicalisé sa position. Vous dites des choses qui ne sont pas exactes au niveau historique. Exact. Le Rav Kook, même les gens qui étaient dans la Haganah, alors je vous rappelle simplement ce que nous dit le Rav Kook dans le livre Orot HaTechia, où il nous dit que c'est justement les jeunes qui vont servir dans la Haganah qui permettent aux Mekoubalim de comprendre les Shem Yichud. Et il envoyait les gens de Merkaz Harav. Le seul problème, c'est que les gens de Merkaz Harav voulaient s'entraîner sous l'envoi de Rav Kook, mais c'était pendant Shabbat. Et donc, ils étaient obligés de créer une nouvelle structure. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, des nouvelles structures. Les amis, ce n'est pas la question. La question, quand on parle de garder le monde de la Torah, de garder une structure et une identité charédite, c'est fondamental. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut annuler le monde charédi, bien au contraire. Je dis simplement que de se cacher derrière le fait que ce n'est que si on va rester à la yeshiva qu'on va réussir à sauver le peuple juif, eh bien, c'est une hérésie toranique. Ça n'a jamais été... C'est ce que vous dites maintenant. Ben, peut-être. C'est une vraie hérésie, dire caché. Vous employez des mots démagogues qui passent complètement à côté de la vérité. Vous étiez attaché à la vérité. Vous dites caché, vous dites... Mais oui, mais vous avez dit qu'il ne fallait pas avoir peur de la vérité. Vous êtes complètement à côté de la plaque du vrai discours. Lorsque le Talmud, dans le traité de Megillah, dans la page 3, nous explique que l'ange est venu porter une remontrance à Yehoshua, il lui a dit quoi? Mais pourquoi? Eh bien, c'est parce que tu as annulé la Torah. Il lui a dit, bon, j'ai annulé la Torah, mais quand, maintenant ou hier? Il dit, non, hier, tu étais en train de faire la guerre, mais cette nuit, tu faisais pas la guerre, donc cette nuit, pourquoi tu n'as pas étudié? De là, on voit que c'est une évidence. C'est tout à fait normal et bécédaire d'aller faire la guerre, mais lorsque tu peux étudier, et que tu n'es pas occupé à faire la guerre, évidemment que tu dois étudier. Ce n'est pas une question. Entre parenthèses, je vous rappelle que il est tout à fait possible de créer à l'armée une structure où le Bachour reste au Beth Midrash. Il y a une structure à l'armée qui s'appelle la Rabbanout, il y a un Beth Midrash Tzvaï, où on peut très bien décider de rentrer yomiyot à la maison, d'aller au Beth Midrash toute la journée et d'étudier. Le problème du comment on va le faire, c'est de la technique. C'est très facile de trouver des structures. Voilà. Mais pour terminer, parce que je voudrais terminer avec vous, Rav Sadin, et sur ce qui se passe, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, toute l'évolution, que ce soit la société israélienne ou que ce soit la société orthodoxe, est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit justement avoir un changement, pas seulement au niveau des Bachurim Yeshiva qui commencent à s'enrôler, mais au niveau aussi des Rabbanim qui doivent donner, eux, l'ordre peut-être,
vous donner une impulsion justement par rapport à ça et ordonner peut-être aux Bachourim de dire, ben voilà, l'armée, c'est quelque chose qu'on peut imaginer de faire. Alors je vois que vous n'avez pas entendu. Bachourim, non. Et ce sera toujours non. Ceux qui étudient la Torah à 100%, Dieu préserve. Il faut aussi rappeler que l'étude de la Torah, réelle, vraie, sacrificielle, parce qu'il n'y a pas que encore une fois, j'ai une admiration énorme, infinie pour les soldats qui se battent, mais celui qui passe 50 ans de sa vie à gagner 2000 shekels par mois, 3000 shekels par mois pour étudier la Torah, pour le mérite du peuple d'Israël, c'est aussi une vie sacrificielle. Ces gens qui étudient vraiment sont le cœur battant, l'âme du peuple d'Israël. C'est ce qui protège le peuple d'Israël. On l'a vu. Ça, je suppose que vous serez pas d'accord. Non, je suis d'accord. On l'a vu pendant ce qui nous a permis de vivre et de traverser l'histoire pendant 3500 ans. C'est pas la force des canons, ni la force des tanks. Les Perses étaient beaucoup plus forts que nous, les Grecs beaucoup plus forts que nous, les Romains beaucoup plus forts que nous. Ce qui fait qu'on est toujours là, c'est le fait qu'on est lié à l'éternité qui passe par l'étude de la Torah. Donc, ce qui est le cœur battant. Alors, je suis là où on est d'accord, entièrement d'accord. Et moi, je suis le premier à le dire. Ceux qui n'étudient pas à fond dans cette espèce de il faut qu'ils fassent l'armée. Ça, on a compris. Et aujourd'hui, beaucoup de rabbins me le disent. On est obligé de terminer. Je termine simplement en vous disant la chose suivante. Il n'y a pas de débat. J'ai commencé en disant la Torah et la place de la Torah, ce n'est pas le débat. Je dis simplement qu'il faut arrêter de voiler la face à la réalité du terrain. La réalité du terrain est que le cœur de la Torah ne s'exprime pas simplement pendant 1 an et demi. Le cœur de la Torah s'exprime pendant des années et des années. Si on décidait d'enrôler le monde Haredi à l'armée comme le mode de l'Yeshivot HaEsder où pendant 1 an et demi, ils ne sont pas à la Yeshiva mais ils sont en train de servir leur pays, des fois peut-être même dans la rabbanoute en tant que yeshiva, ils peuvent même faire une formation rabbinique pour devenir les rabbins des différentes bases, pour faire de la cacheroute, pour rajouter de la hirat shamaim au sein de l'armée. Ça, c'est encore plus extraordinaire. Je dis que c'est une plaisanterie de dire que si maintenant, pendant 1 an et demi, les bachourim de 18 à 19 ans et demi ou de 19 à 20 ans et demi ne seront pas à la yeshiva mais seront à l'armée, alors on aura perdu le monde des yeshivot. La yeshivat Revron, vous citiez tout à l'heure, yeshivat Mir, yeshivat Soblotka, il n'y a pas que des bachourim qui ont entre 18 à 20 ans, c'est une absurdité. De dire qu'un bachour pendant 1 an et demi ne sera pas à la yeshiva, c'est la fin de la Torah et c'est la fin de notre idéal, de notre lien à Dieu, c'est tout simplement pas vrai. Très bien. Projet de mainmise de l'État sur la Torah. On n'arrivera pas à trouver un accord. En tout cas, merci d'avoir discuté et d'avoir discuté comme il faut. Merci Rav Sadin, merci Rav Etan Fizon. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.